Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On fait l'exercice habituel. On commence par les cripetos et on regarde ce qu'elles peuvent nous faire ce matin. Alors, on va nettoyer un peu parce que c'est le bordel et que j'aime pas trop ça. Donc, la grande question, c'est celle-là. Est-ce que ce qui s'est passé hier, malgré la clôture baissière, on va la revoir en daily, c'est-à-dire la clôture en avalement baissier, structure Evening Star, bon, c'est signalé en plus, c'est en surachat, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est un signal de baisse ou pas? C'est compliqué. Voilà. Moi, honnêtement, je peux difficilement vous répondre. Il est possible que ce soit simplement un repli de type vague 1, c'est-à-dire que en l'état, je ne trouve pas ça. C'est-à-dire que il y a la structure de chandelier clôturé. D'accord, ça c'est ce on va commencer direct ce matin, je vais vous donner ce truc-là. C'est sûr que si vous regardez que le daily, vous dites ok, ça c'est moche, c'est une structure de retournement. Le problème c'est quand vous regardez ça en 2 heures, moi là, l'Evening Star, je la vois pas vraiment. L'Evening Star, d'accord, c'est une structure de chandelier, certes, c'est-à-dire que les chandeliers doivent donner cette structure-là, mais il faut aussi que ça représente la psychologie derrière l'Evening Star. Normalement, l'Evening Star, c'est qu'on vient, on installe une tendance haussière, on range, et le jour suivant, on casse ce range par le bas. Je vois bien le range ici, certes, mais alors je ne vois pas du tout la tendance haussière qui a précédé. Parce que, très sincèrement, ici, est-ce que ça, on peut appeler ça une tendance haussière en ayant débordé le sommet précédent? Je ne trouve pas. Donc, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit un signal de baisse, que ce soit un signal de surachat, franchement, oui. Maintenant, est-ce que retournement baissier, on peut forecaster avec ça? Pour ma part, je dirais quand même que non. J'appellerais plutôt ça en fait une cassure de rythme, à savoir le rythme ici était bien accélérant, il y avait tout ce qu'il fallait pour dire hey, on pousse, on pousse, on pousse. Je vois bien quand même la structure de hausse en 5 vagues, ça m'intéresse bien, c'est-à-dire qu'on voit bien quand même que ça a poussé. Par contre, ce qu'on voit, c'est que typiquement par le passé, nos cryptos favorites, elles avaient une tendance à nous faire des vagues 5 étendues. Raison pour laquelle, moi perso, franchement, j'avais toutes les raisons de penser qu'ici, on n'allait pas trop s'arrêter. Pourquoi je surveillais ça? Ce que je vous avais dit hier, je n'aimerais pas trop qu'on finisse avec une clôture négative pour pas laisser cette Evening Star qui va quand même marquer les esprits. Maintenant, voilà, je ne retrouve pas la psychologie derrière la structure d'Evening Star. Donc je dirais que je vais tempérer un petit peu mon propos à ce niveau-là. Mais il faut qu'on soit clair, il y a beaucoup de gens qui ne regardent que le daily et qui vont interpréter cette structure comme une faiblesse dans la structure haussière des prix. Donc je dirais à suivre. Pour l'instant, moi les signaux que j'ai, c'est pas des signaux alarmants, c'est-à-dire que c'est vraiment du take profit et des boules qui re-rentrent dans le marché. Donc je dirais que ça ressemble plus à des gestions de risque. C'est-à-dire, en gros, le schéma d'avant n'existe plus. On n'est plus dans le schéma vague 5 étendu systématiquement. Mais attention, on n'est pas non plus dans le schéma déjà d'une très largement au-dessus du bottom précédent. Et de deux, ça peut être tout simplement la fin d'une vague 1 à laquelle suivra une bonne vieille vague 2 corrective en 2 temps. Alors bon, là pour l'instant, je ne sais pas trop, mais ça ne me paraît pas mature. En tout cas, pas encore suffisamment mature pour repasser sur des achats. Je dirais qu'il faut repasser dans la partie basse du canal. On va reprendre ce truc-là après. Mais évidemment, peut-être que derrière, on va resuivre une nouvelle structure de hausse en 5 vagues. Voilà. Moi, si vous voulez, ce qui m'importe, c'est qu'on aille chercher ces zones résistantes. La zone qui démarre à partir de 300 jusqu'à 340, qu'on avait identifiée grâce au volume. Tant qu'on reste dans ces schémas-là, je ne suis pas vraiment... Ça ne me perturbe pas plus que ça. Je dirais qu'ici, on a constitué un bon gros support. On voit bien les zones qui ont rebreaké à la hausse. Si on devait repasser sous ces zones-là, là pour le coup, ce serait peut-être un peu plus gênant. Donc je dirais que cette zone-là doit rester préservée. Alors, attendez, on ne la voit plus très bien. Voilà. Je dirais que cette zone-là doit rester préservée en 2 heures. Parce qu'elle a permis d'installer une tendance haussière. Donc normalement, ça on ne touche pas. On peut revenir, faire des pullbacks sous ces niveaux de prix-là. Je ne serais pas surpris. Revenir tester du 200$, ce ne serait pas 204, ce ne serait pas faramineux, ce ne serait pas une fin du monde en soi. Revenir tester du 198 ou 194, là pour le coup, ça montrerait que les mecs qui ont installé la tendance haussière ici, pas très fortiche, pour pas dire, on est même un peu en faiblesse. Donc voilà, je dirais que cette zone-là doit rester préservée. On voit bien le canal ici qui s'est renversé. Donc, soit c'est très acheteur, on vient juste chercher la médiane du canal, on passe un tout petit peu en dessous et tout de suite les acheteurs reprennent la main. Option numéro 2, pas assez d'acheteurs, on vient chercher le bas de canal. C'est tout à fait possible de faire un bas de canal dans une vague 2, ça n'a rien de surprenant. Dans ce cas-là, le schéma sera plus correctif. Je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on n'aille plus chercher ce plus bas-là et qu'on se construise dans un schéma plutôt ascendant. Voilà. Donc, à suivre tout ça pour la partie crypto. Toujours, on n'essaie pas trop de cadrer le marché absolument de façon figée. On essaie de trouver un cadre suffisamment large pour une gestion du risque intelligente. Moi, en tout cas, dans des achats spéculatifs, je ne vois pas de raison
outre mesure, dans l'état actuel des choses, de changer ça. Maintenant, ça me semble pour l'instant pas suffisamment mature, puisque, je vous rappelle, dans l'application de la stratégie, il est interdit de prendre quelconque signal d'achat qui se trouve au-dessus des médianes de canaux. Donc là, pour moi, le canal, on n'est pas encore sur la médiane, donc il n'est pas intéressant de jouer ces structures acheteuses. Elles me semblent immatures, elles peuvent donner un petit rebond qui probablement, pour ma part, risque de s'effondrer derrière. Donc structure classique. En l'état, ça semble préposé d'une structure ABC assez classique, avec donc des achats à faire probablement à proximité de cette zone de soutien en volume vers les 204 $. Voilà, donc évidemment, là je l'ai fait sur Ethereum, mais je pense très sincèrement que Bitcoin suit les mêmes schémas. Donc même chose ici, on voit bien les 5 vagues de hausse, ça manque franchement de dynamisme, c'est clair. On commence déjà à casser les lignes de tendance haussière, alors qu'on a installé 5 misérables petites vagues. Maintenant, tant qu'on ne casse pas les supports, voilà, pour moi le schéma reste le même, les structures sont plutôt haussières et laissent sous-entendre que très franchement ici, on devrait aller briser ces canaux baissiers sans grande peine. Voilà, encore faut-il leur donner une existence. Le problème, c'est qu'il y a ça là, qui est complètement foufou. Et évidemment, les canaux se sont construits par rapport à ça. Donc, c'est pas. Voilà, j'aurais du mal à dire que là, la structure technique donnée par l'indicateur soit vraiment celle qu'on doit trader, parce que, franchement, on est parti de là-haut, alors que ça, voilà, il n'y a que Bitfinex qui a installé des prix pareils. Voilà. Donc là, je dirais pour l'aspect technique, vraiment à prendre avec un très très gros second degré par rapport à ça. À la limite, on pourrait même faire un Bitcoin, prendre là les... Non, pas Bitcoin, du coup BTC. On pourrait juste prendre BTC USD. On pourrait juste prendre peut-être Coinbase et pas... Alors c'est qui le deuxième plus gros volume? C'est peut-être Binance. Mais... Je saurais plus qui a les plus gros volumes en Bitcoin. Bon, on va prendre Coinbase. Voilà. Là, on a quand même une mèche un peu moins... Voilà, on voit que le canal, il n'est pas du tout stupidement haussier, stupidement, il n'est pas complètement arraché à la hausse comme il l'était sur Bitfinex. Donc voilà, moi je dirais, dans le schéma actuel des choses, toutes les raisons m'invitent à penser que c'est hop et direction le canal haussier ici. Donc arriver pour une fois à franchir les 6008, essayer de voir si derrière on peut essayer d'aller pousser un peu plus loin, c'est-à-dire essayer de casser celui-là de canal, le canal majeur, pour vraiment renverser le sentiment sur le Bitcoin à moyen long terme. En fait, mettre la fin de la tendance baissière, réellement l'émettre, ce qui entoure, et je répète, ne garantit absolument pas le fait qu'on ne viendra pas dire bonjour sous les 6000. Et je pense sincèrement que ça restera le cas à terme. Donc c'est juste, d'abord on tue la tendance baissière, on chasse les stops, et après éventuellement on commence à réinstaller des creux et sommets ascendants. Voilà pour la partie BTC. On fera toujours de l'intraday aujourd'hui, mais on fait comme toujours la petite revue. Là hier il y avait la Fed, ça a bougé et beaucoup, donc on est obligé d'en parler. Enfin beaucoup, c'est pas non plus un cataclysme, mais ça a changé certaines choses et surtout pour moi par rapport au scénario que je recherche. C'est-à-dire que malheureusement hier le yen se retrouve encore dézingué, je ne comprends pas pourquoi. Et je ne vois pas pourquoi on continue de racheter du dollar. Mais on va voir tout ça. On est sur des zones où je ne recherche que des ventes sur le dollar. Maintenant, on avait bien mis en perspective le fait que si le marché ne rejette pas cette zone-là, on risque de devoir aller casser ce sommet-là et aller juste essayer de déclencher des stops. On voit bien au volume profile ici, alors il n'y a pas le volume profile sur le DXY, mais on le voit bien sur l'eurodoll. On est sur une zone où ici, il n'y a aucun volume. Voilà, très peu de volume sur cette zone, ce qu'on appelle donc une zone de breakout. Le problème, c'est que dans cette zone, évidemment, c'est un peu une zone de non-droit, c'est une zone de market making, c'est-à-dire que là, dans le market maker, s'il veut y aller, il peut, parce qu'il y a très peu de demandes. Alors ça demande un risque, mais il y a surtout beaucoup, probablement, de stop là-dedans. Et si le market maker a envie d'aller faire un peu de pognon en chassant quelques clients, il pourra sans problème aller le faire. Donc dans ce cas-là, moi je dirais ici, c'est la zone spéculative théorique, la zone normale, la zone dans laquelle vendre ici, franchement, ça fait du sens. Mais le problème, c'est que face à ça, il y a peut-être de la demande ultra spéculative pour des raisons de market making là-haut. Ce qui laisse à dire, si on sort de ce truc-là, si on sort de ce range, moi je ne vois pas aller bien plus loin que ça. Mais en attendant, si on y va, est-ce qu'on peut tenir ça dans une gestion du risque? Pour moi, la réponse est non. C'est-à-dire que dans la gestion du risque que j'ai actuellement sur les paires en dollars, je ne peux pas m'autoriser à glisser là-haut parce que c'est un peu too much. J'ai pas des leviers sur le dollar, mais j'ai plusieurs paires en dollars. Je trade l'euro-dollar, le GBP USD, et tout ça, ça me pose problème. Je trade l'USD CNH et l'USD MXN. Donc ça fait beaucoup de dollars dans mon portefeuille. Toujours sur des leviers spéculatifs, certes, mais comme il y en a 4 des paires, j'ai un levier supérieur à 1 sur le dollar.
Et le problème, c'est que si je dois m'enquiller 1,5 de hausse sur le dollar, là, c'est pas possible. Je ne fais pas ça avec des leviers. Donc voilà, moi je vais devoir gérer mon risque. Si ça passe pas, je vais devoir réduire mon exposition sur toutes les paires en dollars et essayer peut-être de retenter quelque chose sur cette zone-là. Donc je ne sais pas, toujours pareil, l'incertitude de la spéculation, on ne peut pas faire de magie là-dedans. Je pense qu'on est sur une zone qui est très intéressante, qui s'apparente pour ma part à un haut de range. Et je pense en plus que de ce range, la sortie qui suivra sera baissière. Maintenant, bon, pour l'instant, le marché tente à me prouver qu'il n'est pas trop d'accord avec moi sur ce sujet. Donc je le laisse faire son travail, à savoir tester de passer. Si ça ne passe pas et que ces breaks sont invalidés, ce qui pour moi a très franchement toutes les raisons de m'inviter à penser que ce sera le cas, et bien dans ce cas-là, je pense que dans cette zone-là, ce sont des ventes qu'il faut prendre et je pense que la Fed nous y a gentiment amené. On voit bien ici les structures, la vague A, B, C, donc on est bien sur des consolidations en 2 vagues, on est bien sur ce que je recherchais. Ce qui me gêne un peu plus, c'est que la structure de baisse, elle se fait également en 2 vagues. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, on a fait ABC en retracement. Et du coup, normalement, ça, si on est dans un schéma baissier, d'accord ? C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'on ne sait pas si la vague est terminée ici. Si c'est le cas, c'est bien. Voilà. Mais le problème, c'est que si on fait ça, voilà, on est dans un schéma purement haussier, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, on ira chercher la zone. C'est-à-dire si ça ne bloque pas ici le dollar, il faut obligatoirement que je prenne une perte. Hier, j'ai pris une première petite vente spéculative parce qu'on est dans la zone de prix qui m'intéresse. J'anticipe un retournement éventuel de prix. Le problème, c'est qu'avec la Fed, vous avez un rythme de marché qui est faussé puisqu'on est dans ce qu'on appelle un marché catalysé. C'est-à-dire le marché essaie de se repositionner, vient chercher la zone technique que je recherchais. Maintenant, je vais attendre la réaction de prix. Donc hier, j'étais obligé de trader un peu à l'aveugle en payant au niveau, ici, les 61% de Fibo. Donc j'ai pour l'instant pas le meilleur prix puisqu'apparemment ce matin, ça continue. Mais on a bien les structures de momentum qui montrent une fatigue sur les prix. J'attends de voir aujourd'hui si la réaction est baissière ou si au contraire, on continue d'enfiler à la suite de la Fed. Dans ce cas-là, c'est pour moi une invalidation qui ira se mettre en place. Si on passe chercher le sommet, pour moi, c'est game over. Voilà. On installe une clôture plus haute que les clôtures 2 heures précédentes. Ce sera out pour moi sur la partie dollar et dans ce cas-là, je me projetterai plutôt vers des tentatives éventuellement de recherche de signaux vers le niveau suivant qu'on a escompté. Si le marché, par contre, ici, me fait le coup des 2 vagues, c'est-à-dire ABC, ABC, là, ça devient intéressant. Si on se remet à rechuter, ça prend la forme qu'on appelle leading diagonal, c'est-à-dire un marché qui baisse par vague de 2 vagues, qui remonte par 2 vagues, mais qui fera quand même 3 structures de baisse, c'est-à-dire qu'ici derrière on pourra s'attendre de nouveau à 2 vagues de hausse, puis 2 vagues de baisse pour venir chercher le bas du range. Mais ce sera tout aussi bon, si vous voulez, si on y va de cette manière-là, parce que ça montre 3 installations de schéma baissier, ça nous ramènera dans le bas de range, et ce sera tout aussi compatible avec du coup une petite vague 2 derrière, et puis on y va. Et là derrière, vague 3. Et le problème, c'est que, enfin le problème, c'est pas un problème, moi ça me va très bien, c'est que si on fait ça, la vague qui suit la leading diagonale, d'accord, cette structure de prix-là en 3 vagues baissières, mais à chaque fois qu'avec 2 impulsions en sous-vague, la vague qui suit ces schémas-là, généralement, est ce qu'on appelle une vague étendue, c'est-à-dire que ça corroborerait mon scénario, c'est-à-dire qu'ici, on aurait installation d'une très forte tendance baissière, longue et durable. Probablement la réciproque de ça, avec même à venir probablement la cassure de ce support-là au sein de cette vague étendue. C'est-à-dire, en fait, on répliquerait ça, c'est-à-dire que tout simplement, faire ça, ce serait préconstruire de la manière la plus logique. Maintenant, attention, vous avez bien compris que la logique en ce moment dans les marchés, c'est pas vraiment la thématique. Donc voilà, le schéma que je rechercherais, ce serait vraiment un truc comme ça. Donc à voir. Aujourd'hui, je prends ce trade spéculatif parce que les prix me semblent très intéressants, mais on est vraiment dans les phases on va dire les phases de spéculation très agressives. Il est impossible de mettre des leviers ici et surtout si ça passe pas, ne surtout pas s'acharner. Voilà, donc pour la partie dollar, on étudiera ça dans les prochains jours. Ça conditionne évidemment tous les scénarios Eurodoll, GBP et compagnie. Tout ce qui est corrélé dollar, c'est-à-dire que du coup, pour l'instant, le marché se reprend, vient chercher les résistances. Donc l'USD CNH ne va pas dans le sens que je recherche, ni l'USD MXN, ni l'Eurodoll, ni le GBP. Maintenant, voilà, si on échoue ici, ça veut dire que probablement ces prix-là, on ne les reverra jamais. Ce sera probablement la dernière fois qu'on ira, ce qui veut dire qu'on aura derrière probablement des installations un peu plus intéressantes de prix sur les paires en dollars qui devraient donc normalement rouler dans le sens du scénario gold et silver compris, puisqu'ils sont eux-mêmes indexés sur des valeurs dollars. D'un point de vue taux, on regarde donc les taux US, que font-ils suite à la Fed? On tente le double top. C'est-à-dire que, alors on va essayer de regarder, je ne sais pas s'ils y sont sur Future Fed Funds. Alors je ne pense pas que Bloomberg les donne à TradingView.
Si, alors super, alors, on va le prendre, continuous current, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font les futurs Fed Fund? Non, alors c'est pas ça non plus. Ok. Donc non, c'est pas ça. Comment ils s'appellent ces contrats? C'est pas possible. Ah si, c'est ça, oui, mais c'est qu'effectivement, le contrat cote à l'inverse du taux, hein, c'est-à-dire que là, en fait, ce sont les taux de la Fed, hein, d'accord, le schéma de taux de la Fed, mais là, il est inversé, c'est-à-dire, je pense, il me semble qu'on peut l'inverser en plus. Voilà, invert scale. Voilà. Là, en fait, vous avez la courbe de taux donc, de la Fed et donc le futur qui est adossé à ce contrat. Ce qu'on voit donc, c'est que déjà, ça ne cote. Voilà, hop. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, le marché reste toujours donc sur des schémas hausse de taux. Hein, le marché ne voit pas et ne prévoit pas autre chose pour l'instant. Donc, la hausse de taux en décembre, toujours dans les cadres. Je ne sais pas du tout ce qui s'est dit hier dans le communiqué de la Fed. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, le marché semble pricer que rien ne change, c'est-à-dire toujours des hausses de taux, toujours un dollar très fort. Le problème, c'est jusqu'à quand et à quel moment ça va commencer à couiner de nouveau au niveau des émergents. On a bien compris que donc d'un point de vue dollar, ça pose un sérieux problème au niveau géopolitique dès qu'on atteint ces niveaux-là, c'est-à-dire les niveaux dont on a parlé. Alors, pardon. On va remettre dans le bon sens. Voilà. Dès qu'on atteint ces niveaux-là, ça fait couiner les émergents. C'est-à-dire que là, malheureusement, tous ceux qui détiennent de la dette en dollars, c'est-à-dire tous les émergents, commencent sérieusement à en pâtir. C'est-à-dire que eux, leur croissance, elle est complètement annihilée par la charge de la dette. Quand ils sont encore en croissance, ces pays-là, et forcément, c'est pas, voilà, ça n'aide absolument pas. Ça n'aide absolument pas. Donc à voir comment on va piloter cette zone-là. Est-ce qu'on va chercher à mettre un peu plus la pression, mais pas non plus, je vous dis, dans des proportions complètement folles, ou bien est-ce qu'ici c'est déjà terminé et je vous dis, on se redirigera déjà lentement mais sûrement vers des schémas baissiers. Pour moi, tout m'invite toujours à penser à la recherche de vente comme étant le scénario à privilégier ici. Mais attention, le marché a déjà prouvé par le passé que tout ce qui tient les thématiques dollars depuis plusieurs mois, et le marché essaie de voir un peu les limites, puisqu'on essaie donc de voir un marché sous l'ère Trump qui n'est pas des plus faciles à décrypter. Voilà, allez, donc ça c'était pour la petite intro swing, petite intro, bon, un quart d'heure quand même. On passe sur la partie intraday. Alors on va faire, comme toujours, je pense qu'on va reprendre le schéma global pour aller voir tous les actifs. Hop, comme ça on voit tout d'un petit coup d'œil, c'est pas mal. Ok, voilà. Alors, qui serait intéressant ce matin? L'euro-dollar à l'achat. Ça, c'est quoi? GBP, oui. Mais alors, j'aimerais bien avoir les canaux quand même. Tu ne veux pas me les tracer? Qu'est-ce qui t'arrive? What? Ok. Il va falloir m'expliquer ça, mais bon. Ok, bon, des fois, les voies de Wall Street sont impénétrables. Même pas, je dis n'importe quoi. Alors oui aussi d'ailleurs, au passage, donc la mise à jour hier a été faite sur Momentum en version 1.4. Donc comment faire? Tout simplement, quand vous affichez ici, si vous voyez toujours marqué Pro Momentum V1.3, ça veut dire que TradingView, comme d'hab, ne fait pas bien son job, puisqu'ils sont supposés vous faire l'update de manière automatique. Dans ce cas, vous faites simplement ça, à savoir vous supprimez l'indicateur, vous le réajoutez. Vous les trouvez toujours là, dans les scripts sur invitation uniquement. Vous remettez Momentum Beta. Hop, voilà. Et là, vous le voyez passer donc en V1.4. Quand vous avez marqué ça, c'est que vous êtes good. Quelle est la nouveauté de cette mise à jour? J'ai rajouté quelques petites patterns. Et puis, il y a surtout que maintenant, vous allez pouvoir y rajouter le Sine Wave dedans. Alors, c'est désactivé par défaut. Comme ça ne change rien sur vos graphiques actuels. Mais si vous souhaitez avoir du coup Sine Wave dessus, comme moi je le fais, je superposais les deux, mais le problème c'est que ça utilisait deux indicateurs. Et pour ceux qui utilisent les versions gratuites de TradingView, vous le savez, vous êtes limité à 3 indicateurs. Et du coup je me dis, voilà, comme je veux vous rajouter le Pro Framework là, pour que vous puissiez le mettre sur vos graphiques, du coup vous mettriez Framework, Sine Wave et Momentum. Le problème, c'est que vous ne pouviez plus, du coup, mettre l'oscillateur Sine Wave par le Momentum, ça faisait 4 indicateurs. Donc, j'ai pris le choix, j'avais un choix à faire, je préfère me positionner sur celui-là. Donc, l'oscillateur est couplé et disponible à l'intérieur de Momentum, ce qui vous libère donc le 3e slot graphique.
et dans lequel vous pourrez éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, mettre Framework qui arrive dans les prochains jours. Je vous le dis, je vous le mets probablement la semaine prochaine, je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Voilà. Pour tout ça, alors moi là sur la partie trading intraday, je n'ai pas besoin de l'oscillateur, hein, voilà. Je préfère que là, côté graphique, ça reste même le plus simple possible, à savoir ici, je vais même enlever les oscillateurs, les traillines. Voilà, là je veux vraiment une lecture graphique, tout ce qu'il y a de plus simple en intraday. Je vous dis, on pose le cerveau, on ne cherche pas à réfléchir outre mesure. Bon, je le ferai moi manuellement après à côté, hein, voilà. Pas de question là-dessus. Donc, la partie GBP proposée hier a bien réagi à la baisse. Les supports se trouvent un peu plus bas, donc pour ceux qui sont toujours baissiers sur le GBP, je pense quand même au bout d'un moment que les trades doivent être sécurisés, mais on est sur des structures de type breakout. Tout me tente à penser qu'on va aller dire bonjour à ce canal. Donc je dirais ceux qui ont pris les ventes GBP hier peuvent en tenir une petite partie. Par contre, côté Eurodoll, qui était proposé à la vente hier également, là je pense qu'il faut sévèrement commencer à encaisser. On est déjà sur les structures prises de profit. Évidemment sur la partie USD-Yen qui était proposée hier aussi, ça passe pas du tout, hein. Les signaux de vente étaient bien là hier et évidemment grâce à la Fed le marché s'apprécie, le dollar est recherché, mais je pense que ce matin il faut de nouveau rechercher l'USD-Yen à la vente et je pense que cette fois ça va passer. Ce matin il n'y a pas de signaux, donc attention à ne pas trader trop rapidement. Je dirais que là il y a un signal en breakout à l'actualité, actuellement, puisqu'ici on avait donc un double signal acheteur. Hop, je vous zoome. Voilà, ici, hein, zone de signal acheteur. Alors, je ne saurais pas vous dire si elle est vraiment... non, il n'y a pas de double signal acheteur. Vous voyez, le triangle est là, le signal momentum arrive carrément à la bourre. Et ici, on a un nouveau triangle, mais sans signal acheteur. Donc, je dirais là, attendre. Il n'y a pas de consensus vendeur. Attendre soit la formation d'un autre signal acheteur, puis sa cassure baissière. Mais là, je dirais pour le matin, pour ce moment, USD-Yen, pas de signal à trader. Je dirais attendre la fin de ce truc-là. Mais clairement, moi aujourd'hui, je recherche des ventes. De toute façon, c'est ce que j'ai fait hier en vendant DXY. Hein, c'est-à-dire le dollar index. Je vends le dollar face à toutes les paires de devises sans trop m'embêter de façon donc indicielle, enfin indicée. Ça c'est quoi? Gold, inintéressant au possible donc ce matin, mais à voir si on va chercher plus bas dans la journée, mais vraiment beaucoup plus bas. Ça me semble en termes de timing, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais peut-être demain, le gold intéressant, donc pas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, donc plutôt achat euro-doll, toujours des ventes dollariennes. Et côté indiciel, pareil, toujours des recherches de vente. On voit bien les ventes recherchées hier qui commencent à proposer des rendus et des rendements. Donc je dirais que les indices américains, il est temps d'aller les cartoucher. Tout comme évidemment hier le DAX s'est effondré et on va aller en parler. Puisque c'était le scénario de trading intraday de la journée hier. Journée hier qui a été quand même assez rocambolesque. Alors pardon, je fais n'importe quoi parce que c'est pas ce qu'il faut faire. On revient et on va faire de l'intraday ici. Voilà. Hop, donc comme d'hab, hein, je vous ai fait de l'intraday d'un point de vue global. Qu'est-ce qui est intéressant? Après, vous allez appliquer la stratégie dessus. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent faire la gestion à moindre risque, c'est-à-dire on recherche les candidats qui proposent les stratégies techniques les plus intéressantes et on traite ça. Pour ceux qui veulent trader un seul actif, on prendra toujours pour la partie européenne le DAX qui est quand même le référent classique. Donc voilà, là on regarde le DAX cash, c'est-à-dire celui qui s'arrête à 17h30, qui commence qu'à 9h. Et ce qu'on voit, c'est qu'hier, c'est quand même une bougie what the fuck, c'est-à-dire qu'en ayant ouvert sur la partie la plus haute, on casse le plus haut de la bougie, puis on revient faire un avalement baissier. Alors ça c'est très très moche, hein, ça veut dire retournement vendeur, hein, c'est-à-dire que sans surprise, ce matin le DAX vend avec un gap baissier et il n'y a aucune espèce de raison d'acheter, donc attention, ça sent la structure de tendance aujourd'hui sur le DAX. Problème, voilà, est-ce que ça c'est compatible avec une tendance baissière? Pour moi la réponse c'est non. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on fait aujourd'hui c'est peut-être des structures simplement de consolidation. Donc je vous invite à rester quand même prudent sur le DAX. Je pense qu'ici il ne faut pas attaquer de la tendance baissière aujourd'hui, mais je pense que le début de la journée sera probablement baissier. Donc la question c'est que va faire Wall Street cet après-midi? Je pense que la session euro va être baissière toute la journée. Hein, je ne vois pas comment on va pouvoir, en ayant ouvert et en ayant vendu l'ouverture, s'affranchir d'aller clôturer ce gap. Donc je dirais là il y a premier support à faire vers les 325, ça veut dire qu'il y a encore 100 points de baisse à faire probablement ce matin sur le DAX. Dans des stratégies donc de tendance, c'est-à-dire que là ce matin si vous tradez en intraday, je pense tout simplement qu'il faut vendre tous les pullbacks avec une gestion du risque, tout simplement on va dire, là, on est en breakout, hein, donc pour moi là je pense qu'il faut trader en tendance, c'est-à-dire là
vous appliquez une stratégie de tendance, on trace des canaux, et puis dès que ça replie sur les hauts de canaux, on vend, jusqu'à ce qu'il y ait des structures de type prise de profit. Là, on voit que la structure de TP ici n'a absolument aucun frein sur ce marché, donc je dirais qu'on se dirige sans problème. Voilà, 360, c'est la même zone technique qui a été identifiée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a toujours pour moi 100 points de baisse à faire sur le DAX ce matin avec très très peu de risques. Puisque pour moi tous les pullbacks qui seront proposés seront probablement vendus. Donc je dirais une gestion du risque à faire par là, c'est-à-dire que si ça revient chercher les gaps, on va quand même se poser une question, mais je vois très très peu de probabilité que ça se produise. Donc là, je dirais continuer tant que vous n'avez pas de structure de type exit ou des exits au momentum. Voilà. Pour l'instant, le momentum, il ne donne aucun signal d'achat, que des petites prises de profit. Hein. C'est-à-dire que quand ça remonte, c'est fait à cause de gestion de risque. C'est-à-dire que ceux qui vendent encaissent des petits profits partiels pour revendre et en fait raillent la tendance. Mais en gros, là, il n'y a aucun acheteur dans ce marché ce matin. Donc tout plaide en faveur d'une tendance baissière pour ma part. Donc attention, hein, comparé aux jours précédents où on appliquait donc des stratégies de range qui consistaient à chercher des ratios risque-rendement. Là, on est dans des stratégies tendancielles, c'est-à-dire que ce matin, il ne faut pas trop réfléchir sur le DAX, il faut juste vendre dès que ça rebondit et essayer donc de gérer vos signaux techniques. Tout simplement, là, vous voyez du double signal vendeur, il ne faut pas hésiter une seconde à essayer de vendre ce truc-là, tant qu'on ne se rapproche pas donc de cette zone des 360-330. Ici, évidemment, il faut commencer à réduire la voilure, mais je pense que ce matin, sans grande peine, jusqu'à midi, ça devrait rester vendeur. Alors on ne vend pas le support, hein, c'est toujours pareil, ce qu'on vend c'est les replis ou la cassure, c'est-à-dire que là effectivement si vous jouez la cassure de cette petite zone support, ok, hein, mais toujours pensez à gérer votre risque, même dans les stratégies tendancielles, on ne met pas trop de levier parce que ceux qui s'amusent à le faire se feront péter les dents. Et donc on va revenir rapidos donc, sur les stratégies d'hier. Pourquoi hier ça s'est mal passé? On va juste refaire une petite lecture. Alors ça s'est pas mal passé, mais disons qu'hier c'est quand même une journée assez bizarre. Moi j'en vois pas souvent des comme ça. Voilà. Donc ça c'est la journée d'hier, le trade que moi j'ai pris. Hein, donc en respect de la stratégie, on arrivait sur la zone technique que je vous avais identifiée, qui était donc en fait là, le prix d'ouverture de la journée précédente, et qui correspond aussi à un niveau FIBO des UT supérieur. Bref, voilà. Donc moi ça a été payé ici au point près, sur la survente de momentum, donc en pure application de la stratégie, cycle bullish, survente sur un niveau de support, j'achète, ok, hop, le marché va titiller un peu, mais rien de bien méchant, on installe le range, je commence à voir les signaux vendeurs, mais pas d'intérêt pour moi, je préfère simplement faire une gestion du risque, c'est-à-dire que ici, à cet endroit-là, alors comment j'ai géré ça? Voilà, quelles étaient les étapes de trading d'hier? C'est-à-dire qu'hier, honnêtement, ça a été une journée pour rien, hein, c'est-à-dire ça a été sorti à break-even, donc j'ai rien gagné, j'ai passé la journée sur le DAX pour rien. Par contre, quand je dis j'ai passé la journée, en temps de travail effectif, ça doit se limiter à 10 minutes de boulot, hein, donc voilà, j'aurais pu prendre un beau gain, le marché en a décidé autrement, mais c'est assez bizarre. Voilà, dans la structure de la journée, j'en vois très rarement des comme ça. Bon, ici, ça a dérouillé. C'est le secteur auto spécifiquement qui a bien fait péter la gueule au DAX, puisque c'est un peu le seul actif action à avoir fait ça. Sur cette période-là, puisque à ce stade-là, le CAC 40 ne cassait pas ses supports encore, les indices américains non plus. Donc c'est vraiment, ça a été un mouvement qui a touché particulièrement le DAX, mais en attendant, voilà, hein, quand on trade sur un truc, il faut sa gestion du risque. J'aurais pu sécuriser des gains, c'est-à-dire prendre un petit profit partiel. J'ai préféré prendre le risque de maintenir ces gains dans le marché. Voilà, le marché choisit le risque, c'est-à-dire que du coup, il m'a simplement dit bye bye, on se reverra plus tard. Donc voilà, l'entrée ici qui était donc bien. La gestion du risque se faisait à 2-3 endroits spécifiques, c'est-à-dire pour moi, il y avait l'entrée en position ici, dans les timings. Il y avait donc une première gestion du risque ici, avec un premier double signal vendeur. On voit bien ici le cycle bear, la confirmation au momentum. Il y avait une deuxième gestion du risque à faire par là. Hop. Et il y avait une troisième gestion du risque à faire ici. C'était les 3 seuls moments de la journée où on pouvait faire quelque chose. Bon, il y avait le matin, d'accord, où il y avait un bon signal ici, mais maintenant vous l'avez parce que j'ai fait la mise à jour sur momentum. C'est-à-dire ce bear n'y était pas hier parce que ça fait partie des patterns que je viens de rajouter aujourd'hui. Il y avait ça aussi, mais celui-là, j'étais pas devant les écrans. Voilà, ça c'est les 3 timings dans la journée mis en place par les indicateurs qui vous disent voilà, on a quelque chose à faire. Alors il y avait ici aussi, hein, on arrive sur la target du break avec un momentum survendu. Mais bon, moi je recherchais que des signaux vendeurs. Donc, comme on avait dit dès le matin, signaux vendeurs sur le DAX. Le seul truc, c'est que je me suis mis à passer acheteur ici, tout simplement parce qu'on avait déjà bien dérouillé dans la journée et que j'achetais contre tendance, ayant raté les signaux vendeurs du matin. Mais normalement, on faisait quoi? Dans cet objectif graphique hier, ici, on vendait.
C'est-à-dire que l'objectif était de vendre. Donc tous les signaux vendeurs, c'était des entrées en position. Ça, c'était des gestions du risque. C'est-à-dire que pour moi, en breakout ici, on abaisse son stop. C'est-à-dire que normalement, c'était vente ici, stop break-even, stop chassé, revente, hop, on se remet vendeur, pas de souci, ça rebaisse. Ici, on avait bien un double signal acheteur, petit triangle bleu et le cycle bullish. Donc ici, une nouvelle gestion du risque à faire, on se remet à break-even. Cette fois, ça passe. C'est-à-dire vente, break-even, et hop, on y va. On arrive en bas. Ici, pour moi, c'est TP. C'est-à-dire que là, en tant que vendeur, franchement, si vous encaissiez pas ici, on n'était pas d'accord. Parce que rien n'indiquait que la tendance allait se poursuivre ici. À ce stade-là, rien ne l'indiquait. La raison pour laquelle, ayant raté les ventes, moi, parce que j'étais en train de vous faire les émissions, je suis passé acheteur ici. Il y avait une première gestion du risque en tant qu'acheteur ici. Moi, j'ai simplement placé mon stop sous le bottom ici. Pas à break-even, je l'ai placé ici. Voilà, c'est-à-dire que dans l'étape ici, à ce moment-là, j'ai placé mon stop là. Non, j'ai placé. Voilà, alors, ici, sur l'entrée en position, j'ai placé mon stop sous le canal. Voilà, c'est-à-dire que je maintenais mon stop sous le canal. Arrivé ici, je l'ai placé sous le truc, sous le bottom ici. Arrivé là, je l'ai simplement mis à break-even et le marché m'a dégagé. Voilà. Ou je ne sais plus si je me suis mis à break-even ici, mais dans les gestions du risque, en fait, au bout d'un moment, j'ai simplement remonté mon niveau de stop, j'ai géré mon risque. Le marché ne m'a pas chassé ici, par contre, il m'a gentiment dit au revoir à ce stade-là. Je vous dis, là où les secteurs auto ont bien tiré notre pote le DAX au sud. Voilà, donc en gros, ici, c'était le stop. Je n'ai pas choisi de revendre, tout simplement parce que ça me paraissait complètement fou. Mais ici, évidemment, pour ceux qui gardaient les billets vendeurs, ce n'était pas compliqué. Celui-là, il était tendu à prendre parce qu'il était à la limite de la médiane du canal. Par contre, ici, c'était un signal de vente. Voilà. Pour ceux qui faisaient les choix de rester vendeur toute la journée, encore une fois, il faut prendre un biais. Pour moi, le biais était vendeur le matin, mais comme on avait bien baissé, je me disais, on peut avoir un pullback pour revendre. C'est-à-dire que moi, j'étais clairement prêt à revendre, seulement je suis resté accroché à mon trade acheteur. Ici, sérieusement, j'aurais dû effectivement appliquer la stratégie et rechercher des signaux vendeurs à nouveau dans ce marché, et j'aurais dû donc reprendre la vente en fin de journée. Je me suis simplement fait stopper l'achat, donc je n'ai rien fait sur le reste de la journée, tout simplement. Donc voilà, ce matin, des stratégies de tendance à appliquer. Donc on voit bien là, le marché termine son nouveau swing. On est survendu, donc là vous ne faites pas les malins, ce n'est pas le moment de vendre. On attend donc un nouveau pullback et on retente un prochain signal à la vente, donc une fois que ça retrace. Vous dites en général, on va avoir du mal à casser les résistances. Dans un scénario tendanciel, on vise du retracement. Donc là vous dites, ok, si on a bien fini ça, voilà, vous dites là ça remonte, dès qu'on dépasse 50%, on commence à chercher des petits signaux de faiblesse, et puis évidemment, si on vient chercher 61-76, on n'hésite pas à y foutre une petite cartouchasse. Mais là, en l'état, c'est hop, on joue et on essaie de rider la prochaine vague, tout simplement, dans ce marché-là, qui pour moi n'a aucune possibilité de se retourner en l'état. Voilà, allez, je supprime tout ça, je vais moi-même aller me mettre au travail sur le DAX, essayer de racoler un peu ce qui peut rester à cette étape-là, puisque malheureusement ce matin ça m'a pris beaucoup de temps pour venir déposer le pitchou à la crèche, donc je suis un peu à la bourre, mais bon évidemment normalement quand on fait de l'intraday, vous êtes là à 8h, à 9h vous avez préparé votre scénario, vous voyez que c'est tendanciel, vous voyez qu'il y a les signaux vendeurs, boum, allez on cartouche, là normalement vous êtes complètement dedans, si on fait la gestion ce matin, vous arrivez ici, bon de toute façon vu l'heure qu'il est, je sens que ma matinée intraday est complètement foutue, donc tant qu'à faire, autant être utile pour vous. Donc voilà, si on se dit ce matin, voilà, vous arrivez là, 8h, d'accord, vous faites votre analyse, vous dites ok, canaux baissier, breakout baissier, il y a tout ce qu'il faut. Les breakouts sont validés, on installe des tendances. Donc là, normalement, le premier truc que vous dites, hop, bear trend, c'est-à-dire que là, vous avez installation et positionnement vendeur qui installe des tendances. Donc, vous faites quoi? Tout simplement, vous mettez des stops au-dessus et dès que ça se rapproche, on vend. D'accord? Mais là, vous savez déjà ce matin qu'en intraday, votre stop, il est là, 528, protégé par des signaux de tendance baissière qui vous disent donc, ici, normalement, il n'y a pas de risque que vous veniez vous faire dézinguer. Donc, on attend, toujours pareil, on ne traite pas sans signaux, le momentum est suracheté, c'est cool. Voilà, boum, divergence, premier signal bearish, à 9h02, ça cartouche. Donc normalement, c'est ici que vous prenez, à l'avalement baissier de la bougie précédente. Allez, bam, ce matin, ça commence. Première vente, hop.
hop, voilà, première vente, c'est pas une vente en breakout, c'est une vente en application de la stratégie. Donc normalement, le stop se met au-dessus du canal, assez marginalement, d'accord? Vous protégez au-dessus du canal. Là, comme c'est agressif, vous pouvez mettre un levier plein sur ce trade, mais par contre, il ne faut pas non plus mettre un stop de 300 pips. Voilà. Moi, j'aurais fait un truc comme ça ce matin. D'accord, hop, on continue, c'est bien, ça revient tester les prix, mais on est toujours baissier, il n'y a pas de souci. Ah, on repasse au-dessus du cycle. Ok, pas grave, hein, toujours rien à flipper hein, pour l'instant. C'est en gros le bon vieux Daxou, il est juste venu voir le canal. Ok, pas de nouveauté sous le soleil. Ah, pardon. Hop, pardon. Donc on continue, ça baisse, hop, pas de souci, bas de canal. On fait quoi au bas de canal? On gère son risque, on abaisse son stop, hop, pas de souci, pas de signaux acheteurs, donc franchement on fait rien, pas de prise de profit, hein, on abaisse simplement son stop, on ne se prend pas la tronche, hop. Les cycles s'installent, ok, on détecte des prises de profit, pas de problème, pas de confirmation momentum, donc on ne flippe pas, hein, on continue, on avance, exit. Ah, là c'est autre chose, là il y a une gestion du risque à faire. Donc là, c'est vous qui voyez, soit il y a une prise de profit, moi take profit, bon bah je vois pas il n'y a pas d'urgence, soit vous le faites, soit vous le faites pas, mais voilà, ici donc il y a une petite gestion du risque à faire. Pour ceux qui le veulent, c'est un TP 50%, c'est-à-dire on paye son stop et on laisse faire, si le marché éclate le stop, bah, vous n'avez rien perdu. Ceux qui sont très très profil à risque comme moi, vous sentez que la journée d'hier, elle a bien fucké tout le monde et qu'aujourd'hui on va installer une tendance, vous foutez rien du tout, c'est-à-dire que ici, moi je fais rien. En tout cas, j'abaisse mon stop là, mais si c'est déjà fait, je fais rien. Voilà. Ok, hop, ça rebaisse. D'accord, on casse le cycle TP et on installe breakout baissier. Là, c'est cool, vous dites, c'est parfait. Effectivement, il y a tendance baissière, on écarte le canal, c'est parfait. Voilà. Et là, on est donc en temps réel à l'instant présent. Et donc, rien n'indique que ce marché va s'arrêter ici. Okay, la target, elle vous est donnée 373. Donc là, normalement, on reste vendeur jusqu'à 373 sur ces trades-là. Et pour l'instant, je pense que le stop doit rester là, voire être à break-even. Étant donné qu'il y a breakout, il y a une nouvelle gestion du risque. Je pense que là, à ce stade-là, vous pouvez être avec un stop break-even. Ce qui veut dire que si vous le voulez, vous pouvez renforcer. Quand votre stop est à break-even, ça veut dire que cette position n'existe plus. D'accord? Elle ne vous coûte plus rien. Donc, soit vous pouvez réinvestir ce risque, c'est-à-dire reprendre du risque en reprenant une position vendeuse. Par contre, attention, si on vient installer des clôtures au-dessus du breakout et qu'on revient chercher le canal baissier, c'est qu'il n'y a pas tendance baissière. Attention à ne pas vous faire enfler la tronche. Hein. Voilà. Pour moi, tout indique qu'on va aller dire bonjour à cette zone de prix-là, mais attention, pour l'instant, ce n'est pas gagné non plus. Moi, je dirais, faites attention à ça. Voilà. Moi, je dirais, c'est ça qu'il faut trader. Tant que le marché ne sort pas de ce canal par le bas, attention. Hein. Donc là, voilà. Pour l'instant, c'est bien, mais normalement, il faudrait que, hop, ici, on sorte du canal. Et tout ce qui repasse au-dessus de la médiane, pour ma part, c'est des ventes. Hein. Voilà. C'est-à-dire que là, alors, application de la stratégie des canaux, on recherche une vente, donc on traite parmi les deux derniers supports. D'accord, à condition qu'un support se forme ici. Hein, voilà. Mais s'il y a un support qui se forme là, c'est que ça que vous devez faire, les deux derniers cycles vendeurs, le canal, interdiction formelle de vendre tant que vous n'êtes pas au-dessus de la médiane. Mais vous voyez que de toute façon, Framework, il fait le boulot, c'est-à-dire qu'il vous trouve quand même plus ou moins le même canal. Voilà. Donc là, dans l'objectif, c'est donc de dire, là, tant qu'on n'est pas passé les 50%, il n'y a pas de vente à reprendre. Par contre, si ça remonte ici, essayez de tester donc une petite vente sur un surachat, une divergence de momentum, un petit quelque chose quand même. Essayez d'avoir au moins un minimum d'informations techniques pour vendre. Essayez de ne pas vendre juste parce que vous êtes dans la médiane du canal. Voilà. Mais normalement, pour moi, c'est baissier ce matin jusqu'à au moins 370. Ici, on gère son risque, mais je ne vois pas de raison que la tendance s'arrête là. Et je pense que derrière, on va installer, comme on a vu, vers direction les 330. À 330, par contre, il faut sérieusement avoir encaissé des profits, voire commencer à se faire la malle en intraday. Mais d'ici là, je pense qu'on aura déjà des signaux de reprise acheteuse. Voilà, allez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce matin. Je prends vos questions et on passe à autre chose. Si je peux me taper la fin de la session intraday, je vais essayer de le faire. Alors, quand tu as donné un exercice de respiration peu efficace, bah non, moi je ne suis pas d'accord. Alors peut-être, hein, mais ah oui, ok, d'accord, on peut faire la respiration abdominale. Très intéressant ce que tu viens de dire. Ok, très très intéressant. Et bah écoute, est-ce que tu peux nous faire un petit truc là-dessus, puisque tu as l'air calé et je trouve ça très intéressant.
Est-ce que tu peux nous faire, je sais pas, un petit PDF, un petit tuto, une petite vidéo, un truc comme ça à nous partager sur le Discord? Mais je trouve ça très intéressant, effectivement, ce que tu nous dis là. Donc, ouais, partage-nous ça. Moi, j'aime beaucoup. Donc, si tu as envie de nous partager cette technique-là, mets-la à profit. Moi, je sais que celle que je te disais, l'inspiration et le truc que j'utilise, c'est juste un truc à la con qui me détend. J'utilise ça pour dormir, moi, en fait. Donc, ça me détend, mais effectivement, c'est vrai que ça peut avoir merde. Une irrégularité, c'est ce que tu dis, hein, sur le cœur bat de façon anarchique, effectivement, je trouve ça... Enfin, voilà. Bref, je vois que tu maîtrises ton domaine, fais-nous partager ton savoir. Oui, mais je le ferai un peu de moins en moins, parce que d'une part, je trouve que le débat est d'un stérile inintéressant. C'est-à-dire qu'il y en a pour moi qui sont prêts à débattre, c'est-à-dire qu'ils vont prouver leur point de vue et tout ça. Mais il y en a qui sont juste dans la lutte, c'est-à-dire que tu dis un truc, le mec te dit bah non t'es con, voilà. Bon, moi ça me gonfle, et puis c'est pas mon travail en fait de faire de la politique. Donc on en fait un petit peu quand pour moi ça peut dégager des scénarios de trading, mais j'ai aucune volonté à vous imposer mes visions politiques, hein, voilà. Quand je vous dis Trump et compagnie, que c'est un gugus et que ça va se retourner contre lui, je m'en fous en fait de ce qui va arriver à Trump, je m'en branle de ce qui va arriver à l'économie américaine. Tout ce qui m'importe, c'est que je vois des patterns psychologiques que j'ai envie de mettre à profit. C'est dans ce sens-là que je fais le partage de mes visions politiques, entre guillemets. Mais c'est pas à but de dire voilà, parce que là hier il y en a plein sur Twitter qui se sont acharnés et compagnie. Bon voilà, je veux pas rentrer dans des débats de considération politique, je m'en branle. Je respecte les croyances de chacun. C'est simplement parce que j'essaie de vous dire, si je parle politique, c'est pas pour vous politiser ni pour politiser mon discours, c'est simplement parce que je pense que la posture de Trump et les signaux macroéconomiques de l'économie américaine m'invitent à penser qu'il va y avoir un max de pognon à faire parce que tout simplement on est dans des structures qui risquent l'effondrement. Donc je préfère trader ce risque parce que s'il tombe, tout le monde va dire ah mon Dieu, moi je vais dire chouette, je l'avais prévu. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Peut-on trader Tesla avec la stratégie ou c'est encore trop émotionnel comme marché? Pour moi, Tesla, c'est pas la stratégie, c'est pas une action à traiter avec l'application de la stratégie. Ou alors sur certains time frames. Mais voilà, le problème, c'est quant à ça. Alors, tu peux le faire, ou effectivement, en intraday Tesla, tu peux appliquer la stratégie. Mais pour moi, tout ce qui va être 2 heures, daily, voilà, tu vois, tu appliques la stratégie de range là-dedans. Ce qui fait qu'en fait, bah, c'est tellement con, hein, mais voilà, tu prends résistance, support, et tu me fais une stratégie de range là-dedans. C'est la seule chose à faire. Voilà, donc effectivement, tu veux vendre Tesla, vas-y, je te donne le feu vert aujourd'hui, là, maintenant. Là, tu peux. Voilà, t'es bear, attends un petit excès de momentum, c'est-à-dire que tu vois que là, on est déjà dans un cycle vendeur et que ça baisse pas. Donc là, je dirais, fais gaffe, attends un petit pullback. Ou alors, si tu le prends maintenant sur le niveau technique, moi, à ta place, je m'autoriserais un stop assez large. Mais pour moi, Tesla, là, il y a tout ce qu'il faut pour cartoucher à la vente. Hein. Là, de te faire l'analyse maintenant, ça me donne même envie là d'aller en reprendre une petite, quoi. Mais voilà, là, il faut se dire quand même qu'il faudra garder peut-être quand même un stop un petit peu tranquille, un petit peu large, parce que le momentum, bien que suracheté, hein, qui peut en soi suffire en tant que signal d'achat, hein, tout comme ceux qui vont vous dire, par exemple, les stratégies RSI, quand le RSI croise à la baisse les 70, c'est un signal de vente. Bah, vous pouvez utiliser la même chose sur Momentum, vous dire ici, ça a bien arraché dans le surachat, on ressort de la zone de surachat, ça peut être un signal de vente. Pourquoi pas? Moi, je suis totalement favorable à ça, surtout que dans un range, quand on surachète comme ça dans des bornes de range, normalement, ça se pète la gueule derrière. Donc, à voir, mais moi, pour moi, oui, on est sur les canaux, tu respectes la stratégie, on est dans la zone technique d'un range. Je dirais attends un signal pour être tranquille, mais ça ne me paraît pas du tout incohérent de vendre Tesla aujourd'hui en daily. Mais le problème, c'est l'application de la stratégie ici, elle est très pernicieuse. Tu ne peux pas vraiment tirer parti des indicateurs là-dedans. Parce que regarde, Sine Wave, il est complètement paumé, mais complètement largué, Sine Wave là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de cycle. C'est un marché à con, tu vois, je veux dire, ça fait que gaper à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Les cycles sont quand même vraiment très très peu respectés. Donc je dirais qu'ici, tu as très peu d'avantages techniques. Si tes indicateurs ne te donnent pas un avantage technique ici, bah soit tu trades, comme je te dis, tu trades des ratios risque-rendement, soit tu trades autre chose. Voilà. Moi, je pense que la stratégie, elle gérera mieux le risque sur d'autres actifs que Tesla. Maintenant, si tu veux appliquer absolument sur Tesla, ça peut se faire, mais que dans ce cadre-là.
Penses-tu que le baril va exploser à l'avenir? Sur quelle action pétrolière vas-tu mettre un petit billet? MPI. Alors ça, je vous le dis direct, c'est ma petite favorite en France, là. Alors, putain, non, elle a changé de nom, ça s'appelle plus MPI maintenant. C'est quoi, putain? C'est redevenu Morel et Prom. C'est Mo. Voilà. Morel, pétrolière, bien survendue. Putain, d'ailleurs, ça... Oh là là! Quand j'y repense, pour ceux qui sont là depuis un moment, rappelez-vous, celle-là, on l'avait bien traitée à l'achat sur cette zone-là. C'est l'action favorite de mon père, et je me rappelle encore lui avoir dit « Papa, prends tes bénéfices avant que ça se pète la gueule. » Et ben voilà. Je vais lui passer un coup de fil d'ailleurs pour lui dire tiens, tu vois, tu aurais dû écouter ton fiston encore une fois. Je sais qu'il en a pris un peu des profits, mais comme d'hab, il m'a dit ouais, mais non, mais il y a une tendance, hein, on y va, je reste à l'achat. Bon, ben voilà, il a tout perdu, il a reperdu tous ses gains. Donc c'est con, mais c'est comme ça. Donc je pense qu'MPI, ça va se jouer bientôt. En tout cas, moi je la jouerai en même temps qu'une hausse de pétrole, mais je pense clairement pas que les baisses de pétrole soient finies. Donc pour le moment, c'est pas mature pour moi du tout. Mais je dirais effectivement MPI a joué derrière. C'est-à-dire, moi dans le schéma, ce que j'aimerais bien voir, c'est MPI casse son support. Voilà, hop, on vient là, on démonte, on va sous ça. C'est ça qui m'importe. D'accord, j'aimerais bien qu'on vienne là-dessous. Une petite stabilisation, une petite push, et on y va. Enfin, installation d'un range par là. Ou alors, voilà, j'aimerais bien qu'on casse un petit peu ce bottom-là, vraiment aller emmerder le monde, qu'on casse juste ce canal. Parce que si vous voulez, derrière, ce que ça va faire, c'est que ça va réorienter ce canal-là. Vous voyez? En allant casser ça, là, le canal ici va se réorienter à la baisse. Et on va préparer le breakout haussier derrière. Donc, vous voyez, moi, c'est vraiment ce schéma-là que j'aimerais voir. Hop, vraiment un truc comme ça. Voilà. Les comos, généralement, elles ont tendance à faire des vagues 5 étendues, donc les pétrolières également. Donc j'ai toute tendance à penser à dire que là, on va peut-être arracher un peu du monde d'abord. Si on casse ce support, attention, si on ne le casse pas, il faut faire très attention. Là, on a quand même installé des tendances haussières, il y a de fortes chances qu'il y ait quand même un support qui se forme ici. Donc je dirais à surveiller Morel dans les prochains jours, parce que déjà d'une, ça peut faire un rebond. Normalement, on est supposé baisser en 2 vagues ici, c'est-à-dire qu'on est supposé la faire comme ça. Donc Morel, il y aurait potentiellement un petit rebond à mettre en place là-dessus, mais je pense que cette action risque d'aller casser son bottom, parce que tout simplement je pense que les pétrolières, le pétrole WTI peut aller plus bas que ça, plus bas que les 60, tu vois, je vois bien le pétrole là, il a fait sa grosse première chute, il remonte un peu, il fait un ABC, tu vois, tac tac tac, ABC, il vient ici, il range un bon moment, ici c'est là où il faut acheter du Morel, là où tu vois tout ça sera remonté, là on récupérera le soutien des canaux de tendance, donc nos potes traders de tendance ici, ils vont essayer derrière, ils vont surveiller les prix et ils seront là pour jouer les breakouts haussiers. Évidemment, moi en tant que vilain spéculateur, je vais acheter les prix intéressants, je ne vais pas attendre que la tendance elle s'installe. Mais voilà, c'est plutôt dans mon schéma moral, c'est ça que je vais faire. Dans ma tête, c'est ça le plan que je profile. Je n'achèterai pas un couteau qui tombe comme ça. Je veux qu'il y ait 2 vagues de baisse, quand on aura fait 2 vagues de baisse, ou un triangle, ou peu importe, mais il me faut une structure qui ressemble à une consolidation. Ça ressemble juste à rien pour moi. Donc déjà, tant qu'on n'est pas à proximité de la vague 1, avec une consolidation construite, je ne ferai rien. Voilà. Donc pas pour l'instant, Morel, mais à garder au coin de la tête. On en reparlera le temps voulu, mais ça c'est clair que parmi les pétrolières, moi j'achèterais du Morel, parce que je pense qu'elle a du potentiel celle-là. Il y a eu des investissements côté. Enfin bon, on en reparlera le moment venu. Peux-tu rappeler les différences entre sine wave bêta et sine wave normal, lequel utiliser en fonction de son niveau de trading? Ça n'a rien à voir avec le niveau de trading, ça a à voir avec l'agressivité de votre stratégie de trading. Ceux qui ont un profil plus agressif vont préférer bêta, parce que bêta va déclencher les signaux agressivement. Ça, évidemment, l'agressivité cautionnera plus de faux signaux que sine wave standard. Le sine wave standard, moi, c'est celui que je vous conseille d'utiliser si vous débutez et que vous n'êtes pas trop agressif. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un profil de risque très agressif, je vous conseille sine wave normal. En fait, vous testez un peu les deux, mais vous allez normalement assez vite vous rendre compte que sine wave normal, il est peut-être un peu plus lent. C'est-à-dire que parfois, il va vous donner les signaux, mais en retard. Et c'est très chiant, c'est très chiant. C'est-à-dire que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Je vous rappelle qu'on ne prend pas un signal. Si par exemple, j'essaie de chercher un exemple où il a vraiment donné le signal en retard, sine wave. Je sais pas. Mais bon, rappelez-vous, voilà. Normalement, l'objectif, c'est que jamais vous ne vendez dans le bas d'un canal. Jamais vous n'achetez dans le haut d'un canal. Donc, si le signal a été donné proche de la médiane,
mais qu'il est donné en retard et que les prix sont déjà sous la médiane, soit vous mettez un ordre à la médiane du canal, soit vous ne faites rien. Et si le marché ne vient pas vous reproposer le prix, tant pis, vous ne prenez pas le trade. Trop tard, c'est trop tard. On ne vend pas le bas d'un canal, on n'achète pas le haut d'un canal. Et après, c'est ce que je vous disais, si vous êtes vraiment à l'aise avec la stratégie, vous pouvez prendre encore plus de risques, vous foutez les deux sine wave, l'agressif et le non agressif, ça va vous foutre des signaux partout, mais voilà, c'est vraiment le plus haut niveau d'agressivité, mais ça par contre, vous ne le faites que si vous maîtrisez bien les indicateurs. Moi je le fais parce que comme ça du coup j'ai tous les signaux, et je sais ce que vous voyez, que vous ayez bêta ou pas bêta, je saurai ce que tout le monde voit en fait, voilà. Pourrais-tu me donner ta avis sur cet article? Alors, je vais te dire. Séisme financier, la famille vend toutes ses fiducies. What? Ok. Et toutes ces activités fiduciaires en vente dans un nombre d'actions presque sans précédent. Alors. Ouais, écoute, on est bien gentil. Alors, ce n'est pas sourcé. Alors, c'est sourcé de quoi? Alerta Digital. Non, non, c'est bullshit. Enfin, je suis désolé, mais ça pue le bullshit. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette source? C'est quoi ce truc? Alors, quelle est la source de la source? Voilà, bon, là, en fait, il n'y a rien. Donc, c'est pas sourcé, c'est n'importe quoi. Non, je suis désolé. Tu peux pas accorder de crédit à un truc pareil, c'est un post Facebook. Alors, c'est n'importe quoi. Voilà. Comment réagir en trade intraday quand le canal externe framework est baissier et que le canal de contexte est haussier? Alors, laisse-moi relire. En intraday, quand le canal framework est baissier et que le canal contexte est haussier. Ah oui, d'accord, ok. Le canal contexte, c'est celui qui te permet de prendre ta décision. C'est-à-dire que, rappelle-toi, le but de l'étape 1, donc du contexte, donc dans le canal ici, c'est le gros canal, c'est celui-là qui sert de contexte. Quand tu traites la borne du canal contexte, tu cherches des ventes. C'est pas compliqué, hein. En spéculation, tu vas toujours dans le sens opposé du marché, tu vas le borner, mais tu vas pas le borner n'importe où, tu vas le borner sur le canal du contexte. Donc là, ton contexte te dit, ici, tu cherches des ventes. Voilà, ici, tu cherches des achats. Et par contre, tu le fais en respect de la stratégie. C'est-à-dire que si tu arrives sur le contexte, il n'y a que dalle qui te permet d'acheter, tu n'achètes pas ici, on est bien d'accord, c'est pas possible. Là, tu ne pouvais pas acheter avant le TP et la confirmation en overload. Donc là, hop, comme par hasard, le signal est tout en bas. Ici, c'est le seul moment où tu pouvais acheter. Et t'acheter où? T'acheter du WTI à prix d'or. Mais voilà, il faut bien faire attention. Quand les deux canaux sont contrariants, c'est-à-dire que tu as un canal ici haussier et le canal de court terme est baissier, c'est pas grave. Le canal de court terme, il est juste là pour te donner des bornes également et surtout te donner la médiane, le 50%, qui t'interdit tout simplement. En fait, rappelle-toi, la stratégie c'est quoi? Étape 1, contexte. D'accord? Le contexte, ça te donne les bornes maximales. C'est-à-dire que quand tu cherches à vendre ici, tu sais qu'ici, tu vas racheter. Ici, tu vas commencer à prendre des profits. Tu dois obligatoirement prendre des profits quand tu arrives sur la borne opposée de ton contexte. D'accord? Tu sais aussi que si on éclate ton contexte, tu vas mettre un stop au-dessus. Voilà, tu vas mettre un stop au-dessus du canal. Tu vas te protéger. D'accord? Le canal de court terme, là, c'est celui qu'on appelle le cadre technique. C'est-à-dire que c'est celui qui va te permettre de cadrer ta stratégie et l'application de la stratégie sur le time frame local. C'est ce qui et rappelez-vous, le but du canal de contexte, c'est de savoir si vous achetez, si vous vendez. Le but du canal de cadre technique, c'est de dire quels sont les prix intéressants pour acheter et pour vendre. Ce qui veut dire que il est interdit formellement de vendre dans la partie basse, et si vous achetez, il faut essayer d'acheter le plus près de la partie haute. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le haut du canal, parfait, vous avez des prix très attractifs pour vendre. Si vous avez un signal à la vente dans le haut d'un canal de cadre technique, dans une zone vendeuse de contexte, c'est le meilleur des signaux. Voilà, c'est le top du top. Ok, là par exemple, on va le faire simple, hein. Il y avait une petite div, elle n'a pas été détectée par momentum, mais il y a bien une divergence. Hein. Je veux dire encore une fois, l'indicateur, les patterns sont détectés automatiquement, mais c'est un algo, il n'est pas toujours parfait l'algo. Hein. Il y a des fois, là il y a une belle divergence, mais elle n'est pas détectée. Vous aviez le triangle, la divergence, et vous êtes dans le haut du canal de cadre technique,
dans la zone vendeuse du contexte. Là, il y a une grosse vente à faire ici. Voilà. Là, vous étiez obligé de me vendre ce truc-là, quoi. Ok? Donc, bien polariser le truc. De toute façon, je ne vous partage pas encore Framework parce que je vais vous faire une vidéo éducative dessus pour bien vous expliquer tout comment ça fonctionne. Moi, je ne vous propose pas des indicateurs qui vont vous permettre de trader fastoche. Hein. J'ai toujours cette démarche de vous dire l'indicateur, c'est une aide. Ce n'est pas une stratégie. Les stratégies automatiques ne fonctionnent pas. Donc un indicateur, il ne va pas vous donner tous les signaux, clés en main, trop facile, tu trades, c'est gagné. Il faudra toujours agglomérer ces informations, les rationaliser et trader. Parce que, encore une fois, là c'est un indicateur qui va se charger du contexte. Quand vous tradez un machin comme ça, là, quand les prix font ça, vous avez affaire à quoi? À un marché technique ou à un marché émotionnel? On est bien d'accord que ça c'est un marché émotionnel. Donc dans un truc comme ça, vous faites très très attention à ne pas faire n'importe quoi. Hein, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours une intervention humaine. Moi, je ne suis clairement pas en faveur du 100% automatisé, tout simplement parce qu'avec l'expérience, je sais que ça ne marche pas. Et si ça marchait, ça se saurait. Et surtout, c'est un peu mon domaine de compétence maintenant. Depuis les années que je fais des indicateurs et de l'automatisation du trading, je peux vous dire, ça n'existe pas, les stratégies de trading gagnantes. Automatiques. Par contre, le semi-automatique, ça oui. Et c'est dans ce sens-là, moi, que j'essaye de vous orienter. Bref, donc, vidéo à venir sur ce truc-là. Je continue les questions, parce que ça commence à faire 1 heure. On va essayer de se bouger. Alors, pardon, il y avait peut-être la suite. Alors, comment traiter la position dans le canal cadre technique, borne haute ou basse, avec double signaux? Peut-il être un signal de renversement? Exactement, c'est ça. Voilà, quand tu es aux bornes de ton cadre technique, c'est-à-dire des prix intéressants pour vendre, que tu es sur le contexte vendeur, tu y vas si tu as un signal, tu ne te prends pas la question. Alors on va prendre ton cadre concret, USD Yen en 2h15, le 8 novembre à 18h. Alors le 8 novembre à 18h. USD Yen, 8 novembre à 18h en 15 minutes, tu m'as dit. 8 novembre à 18h, ok, là précisément. Oui, ok, d'accord. Alors là le problème quand même, c'est que effectivement, le 8 novembre, hop, c'était donc hier. Ok, il y a le truc que c'était la Fed, hein. Donc et forcément le problème de la Fed c'est que c'est un catalyseur et c'est pas un petit catalyseur et surtout pour le dollar yen. Mais là en gros je vais te faire la lecture. Dollar yen, tu te prends pas la tronche, d'accord? Moi je fais tout pour vous simplifier la lecture en fait. Les indicateurs servent à ça. Moi sans problème en fait. Hein. Aujourd'hui je suis tout à fait capable de trader comme ça. C'est-à-dire je te supprime tous les indicateurs, je vois que dalle, je vois que le prix. Avec l'habitude maintenant, voilà. Mais je trouve toujours les indicateurs me donnent une aide parce que tout simplement l'indicateur, lui, il fait pas dans le sentiment. Lui, il applique des algorithmes et c'est ma ceinture de sécurité. Voilà, c'est purement et simplement ça pour moi aujourd'hui. Donc bref, application de la stratégie. Tu es aux bornes hautes du contexte. Donc, tu cherches des ventes. Par contre, ton canal de contexte, il est haussier. Donc, tu fais quand même attention. C'est-à-dire que tu es probablement en train de trader contre une tendance. Donc, tu es en train de chercher la fin d'une tendance. Forcément, les mecs vont lutter un peu. Donc, ici, tu ne mets pas un levier de fils de pute. Tout simplement parce que ça ne va pas non plus être le moment. Enfin, c'est pas là. Tu vois, déjà là, tu le vois en fait. Pour moi, en daily, je vous rappelle que l'USD Yen, tout comme le DXY, je pense qu'on va d'abord rebaisser un coup, remonter un coup, et que c'est le prochain trade vendeur qui sera tendanciel. Là, je pense moi, je cherche des prémices de trade vendeur, je cherche à voir la faiblesse des acheteurs. Donc pour l'instant, il faut vraiment faire gaffe. Hein. C'est-à-dire que le dollar yen, tu vois que c'est pas fantasmagorique et c'est que des signaux de TP que tu as ce matin. Hein. Voilà, donc c'est pas. Et puis là, moi, j'ai pas de signal vendeur. Hein. Donc je sais pas où tu es allé le chercher. Moi, le seul signal vendeur que je verrai à la limite, il est là, sur la divergence. Tu te dis, je trade là sur l'overload ici, parce que le momentum est divergent. Voilà. D'ailleurs, là, c'est assez spécial, je ne comprends pas pourquoi. Je vais aller regarder dans momentum, mais là, normalement, il aurait dû trouver la pattern. Hein. Ça, normalement, ça doit encore se jouer au poil de cul. Ça s'est peut-être pas déclenché pour pas grand-chose, mais normalement, là, ça, il doit la détecter, cette pattern. C'est un peu bizarre qu'il ne l'ait pas fait. Bref, donc ici, tu as ton signal vendeur, en fait. Hop. Donc là, en fait, tu n'avais rien, hein. Je suis désolé, tu ne pouvais pas vendre un truc pareil. Hein. À 18h hier, c'est pas vendable. Hein. Tu étais en breakout, installation de tendance haussière, voilà. Moi, je te dis, normalement, tu ne vends pas tant que tu n'as pas un TP ou un exit. La première vente que tu avais, éventuellement, elle était là, et c'est une vente contre un breakout, donc ce n'est pas non plus la meilleure des ventes. Par contre, moi, là, je dirais qu'effectivement, sur une petite poussée haussière aujourd'hui, au contact du canal là, une petite vente n'est pas inintéressante. C'est-à-dire que dans le schéma USD Yen aujourd'hui, pour moi, ce serait plutôt un truc comme ça. Voilà. Soit on va un peu plus haut, soit on échoue à aller plus haut, mais dans ce cas-là, tu revends le canal par là,
avec un signal vendeur, un signal bear ou quoi que ce soit, mais un vrai signal vendeur, et tu cartouches à la baisse. Moi, ça me paraît pas inintéressant. Voilà. Mais j'ai plutôt tendance à penser que c'est plutôt ça, moi, qui nous attend. C'est-à-dire aller faire un nouveau plus haut, un dernier, et l'USD-Yen, là, après, tu le cartouches correctement. Tu vois qu'on est revenu tester le bas du canal. C'est-à-dire que pour moi, là, cette tendance-là, elle est mature, elle se termine, elle fait son dernier pullback, elle va chercher une dernière fois des structures de type exit ou des trucs comme ça, et là, tu cartouches. Pour moi, le signal vendeur USD-Yen, il va arriver dans la journée, ou plutôt en fin de journée, là, milieu d'après-midi, dans la séance US. Alors, je vous le glisse, c'est la petite astuce, d'accord ? Dans une journée de trading en intraday, il y a souvent plusieurs timings. Je vais rendre d'ailleurs à César ce qui est à César, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, je vais l'apprendre quelqu'un d'autre, et je vais l'apprendre chez Rod, que vous connaissez pour la plupart, IVT. Donc voilà, il y a des timings. Donc, dans une journée en intraday, il y a le premier timing, c'est 9 heures, c'est-à-dire l'ouverture européenne. Et vous verrez que la plupart du temps, en fait, les swings se mettent en place sur ces timings-là. Alors, il y en a un que vous ne connaissez pas, c'est 4 heures du matin. Voilà, hop, 4 heures du matin, parce que c'est le milieu de session asiatique. Donc, il y a 4 heures du matin comme timing, minuit. Hop, voilà. Vous voyez, comme par hasard, en fait, ça vous donne tout. Vous voyez, entre minuit et 4 heures du matin, en fait, le marché, il a juste oscillé. Voilà, 4 heures du matin, 9 heures. Merde. Donc, 9 heures, c'est l'ouverture européenne. Voilà, hop, 9 heures. 14h30, 15h30. Bon, voilà. Moi, je prends 14h30 parce qu'en général, à cette heure-là, le cash est en pré-ouverture, mais on commence déjà à avoir du volume en pré-market. Donc, je dirais que le marché commence à se préparer 14h30. Mais bon, là, c'est au doigt mouillé, soit 14h30, soit 15h30. Voilà, vous le choisissez comme vous voulez. Ensuite, il y a 17h30. Voilà. Hop. Qui est la clôture du marché européen. Il y a du volume qui arrive à 17h30. Hop. Ensuite, c'est 22h. Voilà. Et on recommence à 22h, minuit, et patati patata. Vous avez compris le principe. Donc tout ça, ce sont les timings sur lesquels ça bouge. D'accord ? Et les journées trading, elles se font comme ça. C'est vraiment ça. Alors là, pourquoi 23 ? Ah oui, voilà, c'était pour le signal de vente. Ok, d'accord, donc tu fais 4 heures, minuit, et ça se reproduit comme ça. Et ça te donne en fait des timings d'intervention dans tes journées. Et en général, le marché, surtout le Forex, va swinger dans ces timings-là. C'est-à-dire que là, tu vois, ce matin, hop, depuis 9 heures, l'USD-Yen, il a plutôt tendance à chercher à s'apprécier, et il va probablement s'apprécier jusqu'à quand ? Jusqu'à la pré-ouverture américaine, donc entre 15h30 et le moment où la zone européenne va clôturer à 17h35. Voilà. À 17h30, c'est probablement dans ce créneau-là, ici, très probablement qu'il faudra se mettre vendeur de l'USD-Yen aujourd'hui. S'il a atteint cette zone de prix. S'il ne l'a pas atteinte, il peut très bien la faire en 2 vagues. C'est-à-dire, il vient ici une première fois, à Wall Street, et puis derrière, ça rebaisse. Tu vois, on peut très bien s'envisager un truc comme ça. Tac, tac, tac. Et dans ce cas-là, c'est ce soir, à la clôture du marché, qu'il faudra prendre la vente. Voilà. C'est une petite astuce que je vous donne. Attention, rien n'est jamais figé dans le marché. Ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas se retourner entre 9h et 14h30. Ça veut juste dire que généralement, il va avoir plus tendance, le marché, à aller se retourner sur ces périodes-là. Voilà. Alors Rod, lui, ne donne pas 14h30. Lui donne 11h30, je crois, un truc comme ça, ou je ne sais plus. Voilà, 9h, 11h30. Voilà. Bon, il y a plusieurs timings dans la journée. Mais pour ma part, moi, j'utilise celle-là. Voilà. C'est-à-dire, je pense que le prochain créneau pour traiter l'USD-Yen, c'est plutôt à la mi-journée, là, avant que Wall Street commence à se diriger vers une ouverture. Alors, un peu moins intéressant l'intraday pour ma part, par contre, le contenu du mercredi, cool. Je sais, mais je vais essayer de faire un peu plus pour tout le monde. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Maintenant, le mercredi, on va le compenser comme ça. L'intraday, ça t'intéresse peut-être un peu moins. Mais je fais toujours des intro swing quand même au début. C'est-à-dire que tu n'es pas non plus laissé pour compte. Mais je fais ce que je peux. Voilà, j'essaie de satisfaire un peu tout le monde. Et il y en a beaucoup qui se sont plaints tout simplement qu'on faisait que du swing, beaucoup trop de swing, plus assez d'émissions éducatives. Et je trouve que leur critique était fondée. Et tout simplement, j'essaie de satisfaire un peu tout le monde. Chesapeake, alors on va faire du daily, ok, oui, bientôt des petits achats là-dessus.
c'est du value stock, voilà, c'est du pur value stock. Donc là, effectivement, très intéressant. C'est-à-dire que tu vois que depuis le cycle 2009, la valeur se dégrade alors que la croissance s'est accrue et que en plus, Chesapeake, attends, hop, voilà, ça reste quand même un secteur qui, pour ma part, peut générer des gains, tu vois. Donc c'est un peu le même délire que ce qu'on parlait tout à l'heure, Morel. C'est des valeurs qui, bon, sont pas des valeurs d'avenir. Je pense pas que le pétrole soit l'avenir, mais par contre, comme c'est de la valeur survendue et que je m'attends quand même au bout d'un moment à ce que notre pote le pétrole s'envole un bon coup, on risque d'avoir une attractivité et en tout cas une recherche de valorisation sur des valeurs liées aux matières premières et donc les pétrolières, ces trucs-là, ça ne me semble pas inintéressant. Donc je dirais que là on est sur des prix intéressants, les signaux de fin de tendance, il y a tout ce qu'il faut, la réduction de la volatilité, des volumes, donc là tu as bien transfert de valeur, encore une fois, entre des vendeurs spéculateurs et des acheteurs de long terme. C'est un peu le même schéma qu'un Bitcoin, donc ça se fait dans le même schéma, c'est-à-dire buy and hold. Tu ne fais ça qu'avec 4 à 5% de capital, pas plus, pas de stop, et si ça tombe, tu pleures pas. C'est un trade qui peut mettre 2 ans, 3 ans à procurer ses gains, mais en attendant, il faudra ce truc-là, je pense, pour ceux que ça intéresse, hein, encore une fois, c'est pas intéresser tout le monde, mais ça, c'est typiquement un value stock que tu peux mettre en portefeuille pour un retour sur des moyennes. Hein. C'est-à-dire que là, attention, tu vises pas un retour à 35, 40 sur un truc comme ça. Tu vises un petit retour à la zone de volume, là, dire bonjour au 15, voire au 18, et rien de plus que ça. Mais quand tu payes ça 3 euros, c'est du l'URS. Quand tu payes ça 3,50 $ et que tu vises 15, ça vaut le coup. Voilà. Donc pour un value stock, oui, c'est très intéressant. Mais ce sera un achat spéculatif. C'est-à-dire que là, très sincèrement, tu fais ça et tu te barres. Hein, voilà. Tu prends ça, tu te casses. Et si c'est fait en 2 mois, tu t'en branles. Hein, voilà. On ne joue pas un timing, on joue plus une structure de prix là-dessus. Et une fois que ça se réactive à la hausse, tu te dis surtout pas, cool, il y a une super tendance, donc on va tirer jusqu'à 30. Non, tu arrives sur la zone qui était recherchée, tu te barres intégralement. Voilà. Hein. Ce sera un pur mouvement spéculatif. Je voulais avoir ton avis sur ETH BTC, si c'est valable de la trade. Moi, je pense que la thématique actuellement, c'est pas de faire des arbitrages entre cryptos, c'est simplement de voir si le secteur crypto réussit à retrouver des financements spéculatifs ou non. Mais ETH BTC, pour moi, a un intérêt, mais pas celui que tu penses. C'est-à-dire que moi, je ne le jouerai pas comme un scénario de trading, mais par contre, je note ici effectivement la propension du range, très très intéressante, qui me laisse surtout à dire que effectivement, dans ce cadre-là, j'ai tendance à penser que l'Ethereum sera plus recherché que le Bitcoin dans la prochaine reprise éventuelle d'un cycle haussier. C'est la seule chose que ça me dit. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je trade sur l'Ethereum en spéculatif et pas sur le Bitcoin. Voilà. Je pense que ça a suffisamment profité au Bitcoin et qu'à ce stade-là, l'Ethereum devrait retrouver, pourrait. Alors, on manque clairement d'historique pour ce truc-là, mais on sait qu'on est sur des zones où, à l'époque, ici, ça a permis de retrouver des couleurs sur l'Ethereum. Voilà. Bref, on va voir ce qu'il en est dans le futur, mais moi, je trouve ça intéressant. Tant que ce n'est pas validé graphiquement, attention, ça reste pur blabla. Hein. C'est-à-dire que là, si ça reprend une ascension, là, je serais très intéressé. Si ça ne reprend pas, voilà, tout simplement, il n'y a pas assez d'historique pour vraiment pouvoir installer durablement la viabilité de ce range. De refaire un point sur l'USD MXN, tout à fait. Alors, c'est toujours un scénario spéculatif, l'USD MXN, en tout cas pour moi, pour ma part. Je reste vendeur, hein, il n'y a pas de souci. La grande question que je me pose là-dessus, et celle-ci. Voilà. Le fait qu'ici on n'ait pas réussi à entamer, ça n'a pas renversé le canal. Maintenant, moi je pense que c'est une erreur parce que ici normalement ce canal-là, typiquement on le renverse. Ce qui fait que c'est pour ça que moi je me place déjà vendeur de l'USD MXN. Je vous ai dit, j'ai replacé la trendline qui aurait normalement dû être répliquée par ce canal, sauf que là il n'a pas détecté suffisamment de baisse. C'est-à-dire la petite mèche là, elle a probablement, elle serait allée un tout petit peu plus bas, elle aurait renversé ce canal. Ce qui fait qu'ici on aurait un canal qui serait en train de s'orienter à la baisse comme ça. D'accord ? Donc ce qui fait qu'ici, et j'insiste bien là-dessus, Pro Framework, là, ce ne sera pas un indicateur magique. Là, pour moi, il se plante. D'accord ? C'est-à-dire que par rapport à ce que j'aimerais qu'il représente, ici, il n'arrive pas à le faire. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'un algo, il est froid. Moi, je suis intelligent, je réfléchis, je rationalise et je prends une décision. L'indicateur, il s'en fout. Il a des conditions à remplir et il applique. Là, le problème, c'est que les conditions n'étaient pas remplies pour renverser ce canal. Et voilà. Du coup, pour moi, il commet une erreur.
il devrait me montrer ce canal à la baisse, ce qui fait qu'en fait ça devrait être orienté ici. C'est la raison pour laquelle je reste vendeur et à la recherche de vente sur l'USD MXN. Parce que pour moi, le contexte ici est vendeur et il se situe par là et plus bas que ce plus bas là, que ce plus haut là. D'accord ? Pour moi, on ne doit pas dépasser ça. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est ici que j'ai ma gestion du risque. Pour moi, le canal est vendeur et je gère mon risque au-dessus de ce canal. Si on le renverse à la hausse, il y a un problème. Pour moi, l'USD sera dans ce cas-là haussier et on sera dans le cas, comme on a dit, où DXY va chasser son sommet. Mais là, on sera donc hors contexte pour moi pour des spéculations vendeuses sur l'USD MXN. Maintenant, moi, la chose que je recherche sur USD MXN, c'est ça. Voilà. Ça rechute et on va casser la trendline sur le momentum. Et dans ce cas-là, on aura donc fait ici 2 vagues de hausse. Tu vois, le premier cycle haussier, ça fait A, B, C, sans casser le plus haut. Et là, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5 derrière, à se prendre dans la gueule. Et là, effectivement, tendance baissière sur l'USD MXN. Celui-là, je vous dis, quand il va tomber, je vais me faire un putain de max de blé. Maintenant, pour l'instant, c'est spéculatif, c'est très punchy. C'est une des forex les plus volatiles. C'est-à-dire que par exemple, l'USD MXN, il vous balaye du 2% sur une journée sans aucun problème. Il n'y a pas beaucoup de forex qui font ça. L'USD CNH, même chose. Pour moi, c'est le même scénario. Là, on fait mumuse. On a tenté les breakouts haussiers, ça ne passe pas. Je pense qu'on fait des pullbacks, mais que le dollar, il va se ratatiner derrière. Regardez ça, même chose. Le cycle de momentum, pour moi, il est consumé. Donc là, c'est game over pour moi, ce truc-là. C'est baissier sur l'USD MXN, sur l'USD CNH. Et sur l'USD CNH, on revient pour ma part chercher ça. On revient chercher donc le support de ce canal-là. Et ici, hop, je pense qu'on va briser ce canal, le réorienter à la baisse, mais il y aura un pullback. Sur l'USD CNH, pour moi, c'est juste un trade contre la tendance. La tendance là, ici, elle s'est installée à la hausse. On n'a pas réussi à franchir le sommet. Donc attention, ça prendra probablement la forme d'un range. Mais dans un range, on ne fait pas valeur haute, valeur basse en ligne droite. On fait toujours 2 vagues normalement. Moi, l'USD CNH, c'est un peu comme ça que je vais le trader. Voilà. 2 vagues de baisse, mais là je pense qu'il y en a une première qui va pas tarder à arriver. C'est la vague où je vous dis, pour moi, le dollar va probablement se faire démonter de 6 à 7% sur le DXY. C'est la stratégie que met en place Goldman Sachs également, mais pour l'instant, ça ne se voit pas encore sur les prix, donc on reste spéculatif. C'est important. Le levier ne vient qu'avec l'application de la tendance. La spéculation n'est pas là pour jouer au maître du monde qui arrive à trouver magiquement l'endroit où les marchés vont se retourner. On spécule sur les zones où les prix sont intéressants pour jouer des stratégies spéculatives et quand ça valide, on renforce et on installe des tendances et c'est là qu'on prend du pognon. Voilà. Quelle vulgarité. Alors je ne sais pas par rapport à quoi. Je suis désolé, parfois je suis un peu vulgaire. C'était peut-être pas. Alors je sais pas. Je me souviens pas ce que j'ai dit hier. Voilà. J'ai zappé les cryptos peut-être. Je me souviens pas non plus. Alors tu as fait une mauvaise manip. Tu es rentré sur les terres à 224. Aïe aïe aïe. J'aime bien ta métaphore. Tu espères un rebond sur les 204. Je suis un peu en mode panique. Alors pourquoi panique ? Si tu as déjà, si tu as mis 10 000, j'espère que tu les as. J'espère que tu n'as pas tradé en levier. Parce que si tu as mis du levier avec de l'argent que tu n'as pas, c'est-à-dire si tu trades 10 000 $ US alors que tu as 1000 balles sur le compte, toi et moi, on n'est pas potes. Parce que je vous ai bien dit, c'est interdiction formelle de prendre des trades avec du levier sur des cryptos. C'est complètement débile. On sait qu'on va retrouver de la volatilité. Donc non, voilà, moi je ne suis pas d'accord. Alors, on s'est rentré 3 fois pour grappiller par cette petite action. 1, 2, 3. Non, alors, on reprend, parce que je pense que là, tu es hors cadre et je pense que tu nécessites un recadrage. D'accord ? Donc Ethereum, on est bien sur une zone spéculative de long terme. Pour l'instant, les prix ne valident que très marginalement le renversement. C'est-à-dire que là, malheureusement, ce qu'on a là, soit c'est un très mauvais signal et ça va nous amener à casser tous les bottoms, ça va chasser tous mes scénarios spéculatifs. Je vous rappelle que pour ma part, sur la partie spéculative, j'ai un stop ici. J'achète le marché Ethereum. Si on va péter le bottom, je ne suis plus de la partie, moi. C'est clairement plus le cas. Moi, je veux qu'on arrive à franchir les 250 pour pouvoir me dire, c'est bon, la zone spéculative a réagi. Tant que ce n'est pas fait, attention. Voilà, vraiment faire attention. Vous le savez, moi sur l'Ethereum, j'ai 2 scénarios. Un scénario buy and hold, sur lequel je n'en ai rien à foutre qu'on aille péter les 169, je garderai ce trade buy and hold. Par contre, j'ai un petit scénario spéculatif, avec 5000 balles, sur lequel, évidemment, si jamais on va péter le bottom, je me fais la malle. Et je ne veux pas garder ce scénario spéculatif, en plus du buy and hold, si les prix continuent de baisser. D'accord ?
Et pour l'instant, ça c'est possible. Le scénario buy and hold, c'est un cadre technique très large dans lequel j'autorise les prix à aller jusqu'à 0. Voilà. La spéculation, c'est autre chose. Dans la spéculation, j'ai un objectif graphique, une gestion du risque et tout ce qui va avec. L'objectif graphique de ce trade, vous le connaissez, c'est cette zone-là. Je vous ai dit, le spéculatif, moi je ne le sors pas tant qu'on n'a pas atteint la zone des 460. C'est ici que j'encaisserai mon gain spéculatif. Mais associé à ce gain, il y a une gestion du risque. La gestion du risque, elle est que pour moi, si on va chercher le bottom, je me fais la malle. Clairement, je m'en fous. Je prends ma perte spéculative, je me barre. J'aurais pas peur de prendre une perte spéculative, c'est habituel, ça fait partie de la spéculation. Si je spécule que le marché ici peut se retourner, puis qu'il me dit non, je me retourne pas, je vais plus bas, et je lutte pas, hein, voilà, je sors et j'attendrai de nouvelles informations pour reprendre un autre trade spéculatif, peut-être, mais en tout cas, face à l'incertitude, on ne maintient pas des positions qui sont en perte. Voilà. C'était les dernières questions, donc super. Merci pour vos questions, je vous dis à lundi, passez un bon week-end, soyez sages. D'un point de vue crypto, voilà, hein, la seule chose à surveiller ce week-end, je dirais, ce serait il vaudrait mieux éviter, dans le contexte de ce marché qui cherche à se dégrader, il vaudrait mieux éviter qu'on repasse sous les zones là des $200 sur l'Ethereum. Maintenant, si on va les retester, c'est pas non plus un cataclysme en soi. Mais il faut éviter, là, si possible, de glisser donc, sous le dernier support, on va dire, donc la zone 200, 190. Éviter d'installer des clôtures là-dedans serait quand même la thématique du week-end. Voilà. Si pullback il y a pendant le week-end, j'aimerais bien que ça n'aille pas au-delà de ça et qu'on puisse réattaquer la semaine prochaine, si possible, avec des valorisations un petit peu plus haussières. Voilà. Allez, bye bye, bon week-end, à lundi.